je reviens d'un concert, un très beau concert à la mairie du 4e arrondissement. Et il y avait donc deux quatuors et un trio avec piano. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire la réflexion suivante que je vous transmets, je vous communique, à savoir que c'est quand même très troublant. Parce qu'on nous a joué des œuvres quand même relativement anciennes, puisque le quatuor de Mozart date de 1782, le quatuor de Brahms de 1873, et le quatuor de Beethoven de 1808. Donc, c'est quand même pas, ça date pas d'hier. 1873, ça nous fait quand même 143 ans, et pour ne pas parler des deux autres qui sont beaucoup plus anciennes. Et donc on jouait donc comme vous l'avez deviné, du Mozart, du Brahms et du Beethoven. Et quels sont les enjeux de ce genre de spectacle pour les interprètes déjà? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quelle est leur véritable motivation? C'est ça qui me turlupine, si on peut dire. Quelle est la vraie motivation? Parce que vous savez que j'ai toujours cette position, notamment dans le domaine de la sociologie, de regarder derrière les apparences, de regarder derrière les déclarations, derrière les objectifs affichés. Regarder qu'est-ce qui réellement fait fonctionner et fait durer le groupe. Et parfois, ce ne sont pas les idéaux avancés, ce sont d'autres considérations, souvent plus terre à terre, plus objectives en quelque sorte, c'est-à-dire ce sont des appartenances objectives d'un groupe à une certaine catégorie, et non pas quelque chose qui serait de l'ordre d'un objectif qui rallierait des gens de différentes origines. Là, nous avons là une ambiguïté intéressante, qu'on retrouve d'ailleurs dans le christianisme. Quels ont été les premiers chrétiens? Est-ce que c'est uniquement des gens qui se sont ralliés à une certaine doctrine, ou bien est-ce que ce sont des gens qui avaient comme point commun non pas cette doctrine, mais un autre point commun, et qui ont jugé bon d'exploiter ou de se situer par rapport à cette doctrine, mais dont le ciment n'était pas là. De la même façon, si on prend le cas des Hébreux, on a tort de dire que les Hébreux se sont constitués autour des 10 commandements, c'est faux. C'est au contraire un peuple beaucoup plus ancien qui, à un moment donné, s'est mis sous le fanal de ces 10 commandements, par exemple. C'est pas la religion qui a fait le peuple hébreu. Le peuple hébreu existait par ailleurs, et à un moment donné, il a cru bon, il a jugé bon de se référer, pour se donner une sorte de consistance, à une dimension religieuse, qui n'est là que accessoirement. C'est toute la différence. Pour moi, les Juifs sont d'abord un peuple, et après, à un moment donné, ils peuvent très bien adhérer à telle et telle religion. Et pour les chrétiens, on peut penser que c'est la même chose, sans que j'ai de réponse à ce point de vue-là, mais ce n'est pas le christianisme qui rassemblait les chrétiens, c'est le fait qu'un certain groupe de personnes qui existait par ailleurs, qui avait sa propre structure par ailleurs, a jugé bon de s'identifier à un certain discours chrétien. C'est pas du tout la même chose. Se présenter sous l'apparence, sous l'égide de ce discours chrétien. Alors, on peut se poser donc les questions sur les motivations de ceux qui font de la musique. Pourquoi font-ils de la musique? Pourquoi jouent-ils de la musique? Pourquoi passent-ils autant de temps à apprendre les œuvres, à les interpréter? Certains diront pour l'amour de la musique. Mais ça, ce genre de réponse ne me satisfait en aucune façon. Ni sur le plan psychologique, ni sur le plan sociologique. Ce n'est pas la raison pour laquelle ces gens-là se sont retrouvés.
et on peut dire ça pour n'importe quel groupe, derrière l'apparence d'une sorte d'objectif comme ça très général, il y a des catégories très particulières de gens qui adhèrent comme par hasard à cet ensemble. Alors, je ne prétends pas faire la psychanalyse ici des interprètes de musique. J'ai vu ce soir 11 personnes différentes qui jouaient dans la musique de chambre. Mais bon, il serait intéressant d'essayer de trouver leur point commun, en dehors du fait qu'ils font de la musique. Parce que le fait de la musique, ça vient ensuite. Donc, moi je pense qu'on est dans un processus de mimétisme. C'est-à-dire qu'il s'agit de se faire passer pour le compositeur. On est dans un processus d'imposture. Tout interprète, quelque part, est un imposteur. Quelqu'un qui chausse les bottes de quelqu'un d'autre. Comme on dit, s'habille d'un costume qui est un peu trop grand pour lui. Bon, alors, je répondrai donc que il y a une espèce de simulacre de création chez ces gens-là, qui jouent Beethoven, Mozart ou Brahms. Ils sont dans un simulacre. Et ils sont applaudis, d'ailleurs, ce qui est intéressant, ils sont applaudis comme s'ils étaient les auteurs de ces œuvres. Il ne faut pas se leurrer à ce sujet. On oublie totalement l'auteur. Soyons sérieux. On oublie l'auteur. Et donc on applaudit au génie de ces interprètes, qui finalement ont peut-être un certain génie, mais en tout cas qui sont quand même complètement déterminés par la partition, et par conséquent, ils récoltent des lauriers, non même pas qui leur sont adressés, puisque quelque part ces lauriers sont adressés à eux, comme s'ils étaient eux-mêmes les compositeurs de ces œuvres. Les gens n'arrivent pas, et c'est un petit peu normal, de la même façon que, par exemple, si je parle, ou si je lis un texte de quelqu'un d'autre, c'est toujours ma voix qui parle, c'est toujours ma bouche qui s'exprime, qui bouge, n'est-ce pas? C'est les mêmes intonations. Donc comment voulez-vous distinguer entre ce qui est moi et ce qui passe par ma bouche, ce que je lis à voix haute et ce que je dis de mon propre chef? Il y a une grande confusion. Ces interprètes, violonistes, pianistes, violoncellistes, altistes, finalement, ils incarnent carrément le compositeur. Ils incarnent un certain compositeur, voilà, et ils sont applaudis en cette qualité, qualité de compositeur, alors qu'ils ne sont que des interprètes. Il ne faut pas minimiser le rôle des interprètes, bien entendu, mais néanmoins, ils ne sont que... Leur motivation, c'est d'avoir la sensation d'être des compositeurs, d'avoir la sensation, l'illusion que cette musique, elle vient d'eux-mêmes. Et ça aussi, c'est vrai, quelque part. Quelqu'un qui joue du piano, c'est une musique qui vient de ses mains. Même si ses mains, en l'occurrence, à la différence des compositeurs, des improvisateurs, ses mains ont un rapport particulier avec le piano. Elles ne sont pas créatrices de cette musique. Elles ne malaxent pas le son du piano. Elles ne le font pas, en tout cas, comme un interprète qui déjà a ce travail de tri qui est déjà opéré. Autrement dit, si vous voulez, la différence, c'est que quand on assiste à un concert de musique déjà connu, déjà mis sur le papier depuis des décennies, voire des siècles, eh bien, finalement, les mains ne sont pas créatrices.
La musique ne sort pas des mains, même si les mains servent à produire cette musique. Il y a quelque chose de différent. Il y a un élan qui n'est pas le même. Et tant que les gens n'auront pas compris et n'auront pas ressenti la différence d'élan, eh bien, on continuera à nous servir cette soupe de musique classique. Et les interprètes continueront à se prendre pour Beethoven, Brahms ou, ou, euh, ou Beethoven, ou Mozart, ou Brahms, etc. Très bien. Voilà les motivations de ces interprètes. C'est de s'exciter dans une sorte de nécromancie qui consiste à faire revivre les, les compositeurs, mais en fin de compte, ces compositeurs, ils ressuscitent carrément. Ils ressuscitent carrément grâce à eux. Ils reviennent devant le public des siècles après. Mozart, qui a composé en 1782 le quatuor en question, eh bien, il revient. Quatuor numéro 14. Il revient, il réapparaît, c'est le retour d'Hibernatus, et par conséquent, ben voilà, il est restauré, il revient à la vie, il sort de son sommeil séculaire, on le fait revivre, on le fait réapparaître. Il va posséder en quelque sorte les esprits des interprètes. L'interprète, quelque part, dans le meilleur des cas, il est possédé, carrément possédé. C'est-à-dire qu'il n'est plus lui-même. Alors que l'improvisateur, lui, qui est en musique, il est lui-même pleinement. Et ce qu'il fait, ça vient de lui. Ses mains sont créatrices. Ses mains produisent quelque chose de particulier. Avant même d'ailleurs qu'il y ait du son. C'est un vaste débat, ça d'ailleurs. Mais pour moi, le compositeur, c'est quelqu'un qui génère une danse, une chorégraphie des mains, dans la foule manuelle. Et ça, c'est le principal. Que cette danse ensuite génère du son dans un deuxième temps, en quelque sorte. Très court, non, très court, juste après le premier, bien sûr. Je pense que c'est concevable, tout simplement. Oui. Donc, il y a un malentendu. Je pense que c'est regrettable. Je pense qu'il faudrait quand même mieux laisser la place, non pas à ces gens qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, mais à des vrais compositeurs d'aujourd'hui qui vont produire quelque chose qui est vraiment original et qui vient d'eux-mêmes. Et non pas c'est comme s'il y avait une naissance et qu'au dernier moment, on remplaçait l'enfant qui sort de